Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous, chers auditeurs d'Altistoria, et bienvenue. Merci de votre fidélité de semaine en semaine pour nos émissions qui comptent la Haute-Loire, ou du moins tentent de décrypter l'histoire de notre département. Aujourd'hui, nous partons dans l'histoire de la ligne de chemin de fer des Cévennes, et nous avons avec nous, pour aborder ce sujet, Bernard Soulier. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio FM 43. Bernard, vous êtes instituteur retraité, guide conférencier, président de l'association Au Pays de la Bête du Gévaudan, qui défend la réalité historique de la Bête, située à Auvers, dans l'ouest de la Haute-Loire. Vous avez coécrit des livres sur la Bête, et vous êtes souvent sollicité pour parler de cette affaire que vous connaissez bien. Vous avez également écrit sur de nombreux autres sujets, tels que les Cévennes ou encore la vie rurale en Gévaudan. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par la zone géographique du chemin de fer des Cévennes? Quelle zone géographique couvrait cette ligne? Alors, la ligne de chemin de fer des Cévennes, donc c'est une portion de la ligne de Saint-Germain-des-Fossés à Nîmes, ce qu'on appelle aussi parfois le Paris-Nîmes. Vraiment, la partie qui est dénommée ligne des Cévennes, c'est la partie entre Langeac et Alès. Voilà, donc qui suit la vallée de l'Allier, et après qui bascule donc sur le côté sud, le côté Cévenol, après la Bastide puis l'Oran. Voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle vraiment la ligne des Cévennes. Une ligne qui existe toujours, du coup, puisque je parlais au passé, elle est plus utilisée comme avant, mais elle existe encore. Elle existe encore. Bon, elle a été arrêtée quelques années parce qu'il y avait eu des problèmes sur la ligne, des éboulements, etc. Mais elle a été remise en service. Alors, elle est plus utilisée comme au 19e siècle, bien sûr, ou au début du 20e, mais elle existe toujours avec quelques trains, et surtout, le gros intérêt de la ligne actuellement, c'est l'attrait touristique. Puis c'est une ligne quand même assez remarquable, qui passe dans des régions où même à pied, on a des difficultés à y passer. Dans quel contexte elle est créée, cette ligne ? Alors, comme souvent, il y a eu un homme politique qui a été au départ de ça. C'était le duc de Morny, qui était le demi-frère de Napoléon III. Il était aussi député du Puy-de-Dôme et propriétaire d'une grande sucrerie du Puy-de-Dôme. Lui, il militait depuis pas mal d'années pour la construction d'une ligne qui irait de la capitale, donc de Paris, en direction de Clermont, et il ambitionnait même de relier Paris au midi de la France en traversant le Massif central. À cette époque-là, il n'y avait pas de ligne qui reliait Paris à la Méditerranée à travers le Massif central. Le seul axe de communication, quasiment, c'était la vallée du Rhône. Donc lui, il voulait créer cette ligne. Alors il a créé pour cela une compagnie qui s'est appelée le Grand Central, dans les années 1840 à peu près. Et après ce Grand Central, bon, il y a eu des problèmes. C'est devenu, après, ça a été repris par une compagnie assez célèbre, c'est le fameux PLM, Paris-Lyon-Méditerranée. Alors, quels sont ces liens avec la Haute-Loire ? Alors, cette ligne, donc, elle traverse la Haute-Loire en partie, puisqu'elle va de l'ouest de la Haute-Loire, donc du nord au sud, d'Arvan jusqu'à Langogne. Donc, elle suit la vallée de l'Allier, en fait. Donc voilà la partie de la Haute-Loire qui est vraiment traversée par la ligne de chemin de fer des Cévennes. Elle arrive du Puy-de-Dôme, elle traverse la Haute-Loire, elle passe ensuite en Lozère et après dans le Gard. Qu'est-ce qu'on projette politiquement, éventuellement, et surtout économiquement avec cette ligne quand on la crée ? C'est tout simplement pour créer un désenclavement de cette région, du Massif central, qui était quand même très enclavé à l'époque. Et puis on projette de développer le commerce. Alors le commerce, ça pouvait être le commerce du bois qui pouvait être exploité, donc partir Haute-Loire, Lozère, et partir sur le Midi ou sur le nord de la France. Et en retour, on pouvait parler aussi du commerce des vins du Languedoc qui pouvaient remonter jusqu'en Haute-Loire. Et voilà, donc il y avait aussi le commerce du bois, le commerce des bestiaux aussi, qui pouvait être assez important à l'époque. Les bestiaux qui pouvaient être expédiés donc dans le midi de la France grâce à cette ligne de chemin de fer. Et il y avait aussi un deuxième point qui était plus stratégique, disons,
il y avait des soucis de guerre. L'ennemi, il venait de l'Est déjà à cette époque. L'ennemi pouvant venir de l'Est, il serait tombé en premier sur la vallée du Rhône, il aurait pu couper les communications de la vallée du Rhône, entre Paris donc et le sud de la France, entre Paris et Marseille notamment. Donc ils se sont dit, il vaudrait mieux créer une deuxième ligne dans le Massif central, qui aurait à peu près le même rôle que celle de la vallée du Rhône, si des fois on était envahi et si des fois notre communication était coupée dans la vallée du Rhône. Quels sont les impacts sur le territoire altigérien, positifs comme négatifs, par cette création de ligne? Alors, les impacts positifs, ils sont clairs. C'est le désenclavement, c'est le développement du commerce, c'est du travail qui a été fourni localement pour la construction de cette ligne aux gens du pays. Tout ça, ça a été des impacts positifs. Alors, les impacts négatifs qu'il a pu y avoir, c'est au moment de la construction, une arrivée massive de personnes, notamment de personnes étrangères, pour participer au chantier de la construction de la ligne. Ça a pu créer des problèmes, disons, d'insécurité, des problèmes d'incompréhension entre les gens. On s'est aperçu qu'il y avait eu pas mal de bagarres, de choses comme ça, de procès qui avaient été conduits suite à des incidents au moment de la construction. La construction des viaducs, justement, et des tunnels, est-ce qu'elle a été problématique? Est-ce qu'il y a là des prouesses architecturales pour l'époque? Oui, tout à fait. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette ligne, notamment la partie entre Langeac et Langogne, ça a vraiment été un exploit technologique pour l'époque, puisque c'est dans des endroits quasiment inaccessibles, même de nos jours. Elle passe à des endroits où on n'aurait jamais pu imaginer, surtout au 19e siècle, qu'on puisse faire passer une ligne de chemin de fer à ces endroits-là. Ils y sont arrivés au prix donc d'exploits technologiques assez importants. Beaucoup de tunnels, beaucoup de viaducs ont été construits pour arriver à cela. Et tout ça, donc ça a été vraiment un chantier hors norme. D'ailleurs, ça a été un des chantiers les plus importants en France à cette époque-là, sous le règne de Napoléon III. Ça a été vraiment un chantier exceptionnel. Quel impact socio-démographique et économique sur le département de la Haute-Loire, si on peut parler de manière administrative, quel impact socio-démographique et économique cette ligne a eu sur le département? Alors, ça a été un impact assez important puisque la population a augmenté à cette époque-là, avec tous ces travailleurs qui sont venus travailler donc sur la construction de la ligne. Il y a eu une augmentation assez importante de la population dans tous les villages, on s'est aperçu de ça. Certains de ces travailleurs qui venaient même parfois de l'étranger ont fait souche par la suite, puisqu'ils se sont mariés, ils se sont installés dans le coin, ils sont restés là, donc. Et puis le gros impact, ça a été le désenclavement et le commerce qui a été quand même grandement facilité, les déplacements qui ont été facilités, ça a été un désenclavement de la région. L'avis des ouvriers, parce qu'on imagine que pour la construction de cette ligne, il y a eu besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Elle est comment, la vie de ces ouvriers? Elle est qualitative ou est-ce qu'ils rencontrent des difficultés dans leur vie quotidienne? Alors, les ouvriers qui ont travaillé à la ligne de chemin de fer des Cévennes, il y avait deux catégories, disons. Il y avait ceux qui étaient des locaux, voilà, qui travaillaient donc... alors, certains ont travaillé à plein temps à la construction de la ligne. D'autres, par contre, ont travaillé un petit peu à temps partiel, disons, puisque c'était souvent des paysans qui pouvaient travailler à la construction de la ligne pendant l'hiver, là où ils avaient le moins de travail à la ferme. Donc, il y a eu les locaux qui ont travaillé et il y a eu pas mal de personnes qui sont venues d'ailleurs, puisque les salaires étaient quand même très attractifs pour l'époque. Donc ça s'était diffusé dans toute la France. Donc on a trouvé des ouvriers qui sont venus d'autres départements, du Puy-de-Dôme, de la Corrèze, de la Loire, etc. Et on a trouvé aussi pas mal d'étrangers qui sont venus travailler, notamment des Piémontais, des Italiens du Piémont, donc des Espagnols, des Belges. Voilà, donc j'ai pu recenser tout un tas de nationalités différentes qui ont travaillé à la ligne de chemin de fer des Cévennes. Et donc, ils avaient été attirés là par ces salaires qui étaient quand même très attractifs. Mais bon, ils devaient être logés, ils devaient être nourris.
Et ça grevait quand même un petit peu leur salaire, puisqu'il fallait qu'ils payent leur logement, leur nourriture. Et ils étaient logés dans ce qu'on appelait ils étaient dans des sortes de villages temporaires qui se sont créés tout au long de la ligne, tout au long de la voie de construction. Et donc, ils étaient logés dans ces villages temporaires, dans ce qu'on appelait des cambuses. Les cambuses, c'était des sortes d'hôtels, disons, mais pas avec un grand confort, puisqu'ils étaient logés collectivement là-dedans. Donc, ils étaient logés et nourris dans ces fameuses cambuses qui étaient des constructions temporaires, là aussi, qui ont disparu depuis. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette ligne? Quel est son héritage? Eh ben, il reste. La ligne est toujours en place. La ligne est toujours en place. Elle fonctionne. Donc, c'est une ligne qui est maintenant surtout axée sur le côté touristique. Et bon, vu les régions qu'elle traverse, vu le nombre d'ouvrages d'art qui sont présents sur la ligne, c'est devenu, on peut dire, une partie du patrimoine français. Puis c'est une des lignes les plus célèbres. Et donc, si on va de Langeac à Langogne notamment, et même plus loin après sur le versant sud des Cévennes, on traverse des paysages magnifiques, on passe sur d'innombrables viaducs, on traverse énormément de tunnels. De mémoire, je crois qu'il y a 99 tunnels sur cette ligne, ce qui est quand même assez exceptionnel, vu la configuration de la ligne. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le viaduc de la Roucoumène au Monastier? Alors, le viaduc de la Roucoumène, il n'est pas du tout sur la ligne des Cévennes, hein. Il est sur une autre ligne qui n'a jamais vu le jour, en fait, hein. Il est sur une ligne qui n'a jamais été terminée. Et donc, non, c'est pas du tout la ligne des Cévennes, hein. C'est la même époque, c'est les mêmes origines d'ouvriers ou pas du tout? Je crois que c'est la même époque, à peu près, oui. Oui, c'est à peu près la même époque. Bon, à cette époque-là, il faut bien comprendre, donc, le chemin de fer s'est beaucoup développé en France. À partir des années 1850, il y a eu énormément de lignes qui ont été mises en chantier, et certaines n'ont pas abouti, comme celle du viaduc de la Roucoumène. Par contre, celle des Cévennes a bien abouti. Un autre élément sur la ligne des Cévennes que vous voudriez nous dire, Bernard? Alors oui, sur la vie des ouvriers, ce qui est intéressant, moi j'ai essayé de faire des études sur différents lieux qui ont été fréquentés donc par les ouvriers de la ligne des Cévennes. Alors Monistrol, Prades, Aléras, Saint-Ahon notamment. Là, dans tous ces lieux, donc des villages temporaires ont été installés, et je me suis intéressé au registre d'état civil de ces lieux à cette époque-là, et je me suis aperçu que dans les années de 1865 à 1870, c'est l'époque où a été construite cette fameuse ligne, le nombre d'habitants déjà avait explosé, puisqu'il y avait ces villages temporaires, donc les gens vivaient là, habitaient là, et surtout ce qui est intéressant, c'est que le nombre de décès aussi a explosé à ces époques-là. Par exemple, sur la commune de Monistrol d'Allier, si on regarde les décès qu'il y avait en 1865, donc au tout début de la construction de la ligne, il y en avait 35. Et après, en 1868, donc au pic de l'activité, avec la construction des viaducs, des tunnels, on recense 109 décès. Et dans ces 109 décès, j'en ai trouvé au moins 21 qui étaient des ouvriers du chemin de fer, donc liés à la ligne. Alors, décès par accident, peut-être, mais peut-être aussi par maladie. Ça ne veut pas dire que toutes ces personnes-là sont mortes d'accident du travail, hein. Mais bon, on s'est quand même aperçu que le nombre de décès avait explosé, donc il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont été victimes d'accidents du travail sur la construction de la ligne des Cévennes, puisque les normes de sécurité n'étaient pas du tout les mêmes que de nos jours. Construire un viaduc, il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas de casque, etc. Il n'y avait pas de tout ce qu'on peut connaître de nos jours. Le creusement des tunnels a aussi été des tâches extrêmement ardues, et donc tout ça, ça a pu entraîner un certain nombre d'accidents. Alors pareil pour les autres villes, donc Monistrol d'Allier, Prades, Aléras, Saint-Ahon, tous des lieux donc où ont eu lieu de gros chantiers de la ligne, et tout ça, ça a entraîné un certain nombre de décès dus à cette ligne. En termes de démographie, par exemple, vous parlez de villages temporaires, ils étaient combien environ? Ça pouvait concerner combien de population d'un seul coup, ces villages?
Alors... Un ordre d'idée, hein. Est-ce qu'ils étaient 100, 500, 1000? Disons que les chiffres varient d'un village à l'autre, hein, Oui, mais bon, on s'est aperçu quand même que la population avait beaucoup augmenté au moment de la construction de cette ligne. Alors, des chiffres, je peux en retrouver. Par exemple, sur Aléras, la population comptait 840 habitants en 1866. Et entre 1863 et 1866, le nombre de décès varie de 18 à 28 et frappe surtout de jeunes enfants, des personnes âgées ou de jeunes femmes qui décèdent en couche. C'était la norme de l'époque, disons ça. Par contre, à partir de 1867, c'est le début des grands chantiers donc de la ligne, des viaducs et des tunnels, on constate une importante augmentation des enterrements, puisqu'on recense 32 décès en 1867, et avec même un pic de 66 décès en 1868. Et on s'est même aperçu qu'il y avait tellement de décès dans ces communes à ce moment-là, que la municipalité était obligée souvent de rajouter des pages manuscrites à son registre. Ils n'avaient pas assez de place sur le registre. Et on a même un cas, c'est à Monistrol, où ils ont été obligés d'agrandir le cimetière. Parce qu'ils n'avaient plus de place pour enterrer les gens victimes d'accidents. Alors, pas toujours d'accidents, hein. Ça pouvait être des maladies, comme je l'ai déjà dit, ça pouvait être d'autres causes qui causaient ces décès, mais bon, on trouve souvent des hommes assez jeunes, hein, dans ces décès. Est-ce qu'il y a des contestations locales? Est-ce que ça crée des tensions avec les populations locales? Alors oui, il y a eu des contestations, il y a eu des tensions. Bon, comme je l'ai un petit peu déjà dit, il a pu y avoir cette arrivée massive d'étrangers, parce qu'on considérait comme étrangers toute personne n'étant pas de la région proche, hein, à cette époque-là. Hein. Cette arrivée massive donc d'étrangers a pu créer un certain nombre de problèmes, de cohabitation, de bagarres, etc. Et tout ça, ça a pu être un problème pour les gens du cru. Ça c'est clair aussi. Et puis, il a pu y avoir aussi des contestations par rapport à la ligne elle-même. Puisque les gens, bon, il y a eu un décret d'utilité publique qui avait été publié, donc les gens ont été dépossédés de leur terrain pour faire passer la ligne. Enfin, dépossédés, ils ont été indemnisés, bien entendu, mais bon, l'indemnité ne correspondait pas à ce que les gens demandaient. Moi, j'ai retrouvé des documents, le propriétaire du terrain demande tant pour le rachat de son terrain, pour la vente de son terrain, et la compagnie propose une somme 10 fois inférieure, quasiment. Donc ça a pu créer des conflits aussi. On s'est aperçu que certaines personnes aussi se plaignaient que, par exemple, des gravats étaient déversés sur leur propre terrain, des choses comme ça. Donc ça a créé un certain nombre de problèmes. Et on s'est même aperçu que pour cette insécurité qui a régné à cette époque, les autorités ont été obligées, à certains moments, de créer des sortes de bureaux de postes de gendarmerie qui n'existaient pas. Il y a par exemple eu une création de postes de gendarmerie à Monistrol d'Allier, alors qu'avant il n'y en avait pas. Mais bon, pour pallier à ces incidents qui pouvaient arriver, ben, on mettait les forces de l'ordre là où il y en avait besoin. Et même à certains moments, il a fallu faire intervenir l'armée, la troupe, pour calmer les esprits, parce qu'il y avait des contestations. Il y avait les ouvriers aussi qui pouvaient se plaindre d'un salaire trop modeste. Donc, qui manifestaient, qui se plaignaient qu'ils n'étaient pas assez rémunérés. Et oui, parce qu'on est au 19e siècle, donc on est loin de l'époque de l'Ancien Régime, c'est le début des syndicats, c'est le début des droits des travailleurs, donc peut-être qu'aussi ça a créé des tensions vis-à-vis de ça. Ah oui, tout à fait. Hein. Oui. Alors, j'ai parlé des Piémontais tout à l'heure. Les Piémontais, ils étaient accusés de se contenter d'un salaire moindre, ce qui ne plaisait pas du tout aux ouvriers français. Ils réclamaient plus, alors que les Piémontais se contentaient de ce qu'on leur donnait, en quelque sorte. Donc ça a créé des tensions aussi entre les ouvriers. Une fois que la ligne a été finie, est-ce qu'il y a certains Piémontais qui sont restés vivre sur place et qui ont fondé une famille? Oui, tout à fait. On a un cas très parlant. C'est une famille qui est restée sur la région de Langeac. Alors c'est la famille Tavonne, qui était donc un Piémontais qui était arrivé en France alors je ne sais plus la date exacte, qui était arrivé en France dans les années 1860, donc pour travailler à la Ligue.
En 1867, apparemment, il est arrivé au début des grands chantiers de la ligne dans la région de Langeac. Alors lui, il a épousé une Langeadoise, enfin, juste à côté de Langeac, qui s'appelait Marguerite Mourgue. Et donc après, il a fondé une famille et il est resté dans la région. Et il y a encore ses descendants qui sont présents dans la région, d'ailleurs. Voilà, et je me suis amusé à faire l'arbre généalogique de cette famille, un petit peu. Et voilà, donc il était originaire du nord de l'Italie, juste à la frontière suisse. Et donc après, il a fondé cette famille. Et donc ses descendants sont toujours dans la région. Et voilà, donc ça a été vraiment un cas. Alors il y en a eu d'autres comme ça, sûrement. Ça a été un cas de personnes qui se sont installées là et qui ont après fait souche un petit peu dans la région. Au niveau des tunnels, de l'infrastructure des tunnels en tant que telle, c'était quoi les conditions de travail des ouvriers? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est que le travail des ouvriers se faisait entièrement à la main à l'époque, quasiment. Donc, les conditions de travail étaient assez pénibles et risquées, à cause notamment des risques d'éboulement, et surtout à cause de la ventilation qui était insuffisante dans les tunnels après les tirs de mines, parce qu'ils utilisaient l'explosif pour creuser les tunnels. Alors on a par exemple, en mai 1868, le commissaire de police spécial de Prévenchères, c'est en Lozère, qui adresse un rapport au préfet de Lozère. Et nous dit ceci. Les ouvriers mineurs se sont plaints de la raréfaction de l'air ou du mauvais air dans le souterrain pendant les pluies de ces derniers jours surtout. Ils n'ont pas craint de m'exprimer leur doléance en présence de leur chef, d'où j'ai conclu qu'elles avaient quelques fondements. J'ai demandé le moyen de remédier à cet inconvénient, donc cet air qui était quasiment irrespirable. Il m'a été répondu qu'il n'y en avait pas. Donc débrouillez-vous en quelque sorte, que par ces temps humides ou calmes, il fallait se résigner. L'affaire n'aura donc pas d'autre suite. Alors ça, c'est donc dans les tunnels, et après les tirs de mine, ils avaient lieu en gros toutes les 4 heures. Et les ouvriers y restaient en poste pendant 8 heures. Donc il y avait un tir de mine au début de leur prise de poste, au milieu et à la fin de leur prise de poste. Et ils travaillaient sur les 3-8, quand la saison le permettait. Donc ils travaillaient en permanence, 24 heures sur 24. Et donc au changement de poste, et au milieu de leur temps de travail, il y avait un tir de mine. Et les ouvriers, ils se plaignaient beaucoup de l'air qu'ils respiraient, après ces tirs de mine, donc, qui étaient viciés, que de la dureté du granit ou du basalte à percer, parce que c'était quand même un travail très très dur qui était fait à la main. Alors, ils ont essayé bien sûr de mettre des systèmes de ventilation en place, qui étaient actionnés à la main ou par des machines à vapeur, et ils jetaient aussi de l'eau dans les galeries pour essayer de rafraîchir un petit peu l'atmosphère et de créer une sorte de courant d'air, mais ça avait leurs limites, ça avait des limites, ces techniques-là. Un autre rapport que j'ai retrouvé, la fumée des tirs de mine ne rend l'atmosphère très épaisse et très lourde que pendant une demi-heure environ, ce qui est déjà pas mal, pendant une demi-heure pendant laquelle les ouvriers demeurent dans la galerie transversale, donc à côté de là où a eu lieu le tir de mine. Au bout de ce temps, la fumée est bien diminuée et les ouvriers retournent à leur travail, donc au bout d'une demi-heure. Sans être aussi bien qu'à l'air libre, ce qui était certain, leur position est tenable, nous disent les autorités, sauf pour les hommes d'une constitution très délicate. Mais ceux-ci n'y vont pas, donc si vous n'êtes pas capable de supporter ça, en gros, n'allez pas travailler là, voilà ce qu'ils disaient. Quelques ouvriers sont obligés de remonter de temps en temps parce que la fumée les incommode, mais après quelques heures de repos, presque tous redescendent de nouveau. Ils n'avaient pas bien le choix, s'ils voulaient avoir la paye, il fallait qu'ils y retournent au boulot. Les ouvriers ne quittent pas plus les chantiers d'Albespeire. Alors c'est un tunnel très important en Lozère, le tunnel d'Albespeire. Ils ne quittent pas plus ce chantier que les autres. Ceux qui s'en vont fuient la mauvaise saison, très dure à cette altitude. Ce ne sont pas les ouvriers mineurs, car le travail des souterrains pendant l'hiver est préférable à celui des tranchées. Et quand il fait froid, l'aération est plus complète et plus facile. Voilà, donc le travail dans les tunnels était quand même quelque chose de très très compliqué, de très dur. Et c'est là où on recense quand même pas mal d'accidents, etc. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand ils creusaient un tunnel, ils creusaient environ 25 cm par jour. Ils avançaient dans le tunnel un creusement de 25 cm par jour. Donc on imagine un petit peu le temps qu'il fallait pour
pour créer tout ça, bien qu'ils utilisaient donc l'explosif. Merci beaucoup Bernard d'avoir accepté notre invitation Altistoria. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs. On espère qu'on vous a embarqué dans l'histoire de la ligne de chemin de fer des Cévennes que vous connaissez sûrement, qui est peut-être d'ailleurs à côté de chez vous. Je vous dis à très bientôt pour la nouvelle émission Altistoria. Merci encore de votre fidélité et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.